D'abord, j'appartiens aux juridictions administratives. J'ai donc pas du tout, je ne le représente pas évidemment, c'est à titre infiniment personnel que j'interviens à votre colloque, mais en tout cas ça ne me donne aucune compétence de terrain comme les autres orateurs sur cette table et vous-même, monsieur l'avocat général, pour avoir une opinion là-dessus et pouvoir vous donner véritablement un sentiment de terrain et de connaissances théoriques et pratiques. Alors je me suis posé la question de savoir, en m'invitant à cette table ronde sur une justice pénale rénovée et en tout cas une procédure pénale plus efficace, c'est le thème de cette table ronde, comment vous apporter ma petite brique à votre débat civique. Et parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir quand même que cette salle est composée d'un grand nombre de personnes qui ne sont peut-être pas toutes des juristes, qui sont simplement des citoyennes, des citoyens. Et c'est heureux de voir qu'un sujet aussi aride que celui de la procédure pénale intéresse les uns les autres. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que finalement vous avez une légitimité à vous intéresser à ce sujet? Est-ce que vous avez une utilité à vous y interroger? Alors je pense évidemment que oui, mais peut-être à contre-courant de ce qu'on attend de moi, organisateur, ou vous, auditeur, je vais peut-être d'une certaine façon diminuer vos ardeurs, ou alors au contraire, ce que je vais vous dire va vous les décupler. Je pense qu'on vous a défini ce qu'était la procédure pénale par rapport au droit pénal. La procédure pénale est évidemment éminemment importante pour la réponse pénale. Il ne s'agit pas des infractions, de leur définition, de leur sanction. Il s'agit de tout ce qui organise le procès pénal. Ça a une importance capitale et ça a été aperçu dès 1789. Et au point qu'on a effectivement estimé dès ce moment-là que ça méritait d'être du niveau de la loi. Du niveau de la loi. C'est d'ailleurs traduit aujourd'hui dans notre Constitution, puisque c'est l'article 34 qui prévoit que c'est la loi qui définit les règles de la procédure pénale. Contrairement, je vous le signale, à la procédure civile ou au droit de la contentieux administratif qui peuvent être du simple décret, et qui sont d'ailleurs, le Code de procédure civile est un décret. Donc la procédure pénale, c'est la reconnaissance que c'est l'affaire de la loi républicaine. Et en allant même plus loin, on a estimé, nos pères ont estimé que c'était même une affaire du monopole exclusif des représentants du peuple. Parce que bien que l'article 3 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie de référendum, je vous signale ou je vous apprends ou je vous rappelle qu'il ne peut strictement y avoir aucune loi référendaire en matière pénale, et donc aussi en matière de procédure pénale. Donc ce n'est pas du tout vous qui pouvez l'exercer par la voie d'un référendum direct, mais ça ne peut être que vos représentants du peuple, donc vos parlementaires. Loi républicaine et loi parlementaire. Se dit en passant d'ailleurs, l'actualité a masqué qu'au même moment qu'on élisait le président des États-Unis, il y avait lieu dans chaque État pratiquement un référendum, et très souvent un référendum sur une matière pénale et aux procédures pénales, ce qui montre qu'aux États-Unis, on n'a pas la même conception de la souveraineté directe des peuples. Donc, c'est une loi républicaine, c'est une loi parlementaire. Est-elle encore une loi souveraine? Limitée, finalement, après tout, par ce qui est l'expression de la volonté générale, et c'est là où vous réintervenez, associations civiques, débats civiques, vous illustrez, vous nourrissez un débat qui peut devenir démocratique, dont les élections s'emparent, et dont ensuite, si des sujets de droit de procédure pénale sont posés sur la table, eh bien, nos représentants, députés, sénateurs, peuvent s'en emparer. En ont-ils jusqu'ici le monopole? Le monopole, l'exclusivité, la souveraineté absolue? En grande partie, oui. Ils sont encore bornés par des lois suprêmes. Il faut quand même les citer. Bien sûr, le peuple s'est donné lui-même, par la ratification de la Convention de 1958, une norme suprême qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui contient des dispositions qui déjà tracent, guident, bordent quand même le législateur sur des sujets pénaux ou de procédure pénale. Indirectement aussi, par une voie qui, hélas, n'a pas été référendaire, donc n'a pas été ratifiée par le peuple tout entier, mais enfin, qui est légale, par une loi de ratification en 1974, nous nous sommes rajoutés un autre grand texte
qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Vous en entendez souvent parler. Mais enfin, on a entre cette déclaration 89 et cette Convention européenne des droits de l'homme, je dirais, on est au niveau des très grands principes que le législateur, bien sûr, doit tenir compte, mais en dessous de ces principes, on va dire qu'il a encore une grande autonomie pour décider de changer ou ne pas changer, si c'est les conclusions qu'ont les citoyens de leur procédure pénale. Pour faire un peu une comparaison, je dirais qu'on est encore à ce stade dans une sorte de jardin à l'anglaise, dans lequel finalement le jardinier n'a que quelques grands principes paysagistes à devoir respecter. Mais à part ces deux limites, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que nos représentants du peuple, si vous décidiez que le foisonnement de vos idées civiques débouche sur, et complété par l'avis des juristes, débouche sur la nécessité de réformer notre procédure pénale, le pourrions-nous de manière totalement souveraine, totalement possible? En fait, je suis un peu au regret de devoir aussi vous éveiller sur le fait que cette compétence de nos représentants du peuple est en train quand même de s'amenuiser, et beaucoup plus sérieusement que vous ne pouvez peut-être en prendre conscience. Alors, un petit peu d'explication. À son départ, le traité de Rome et les traités successifs n'avaient pas de compétence pénale. Puis progressivement, ceci est arrivé. Alors, ceci est arrivé notamment avec le traité de Maastricht, qui en 1992 a introduit ce qu'on a appelé dans le jargon le troisième pilier. Je fais simple, mais ce troisième pilier était un commencement effectivement d'intrusion de compétences pénales de l'ordre communautaire sous une forme encore très intergouvernementale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement encore d'initiative de la Commission, c'était non pas sous forme de directive, mais sous forme d'un instrument qu'on appelait les décisions cadres, et qui ne pouvait être adopté que à la voie de l'unanimité. Mais enfin, les choses se sont progressivement avancées, et par petites touches, après le traité d'Amsterdam, on est arrivé au traité de Lisbonne, et dans ce traité de Lisbonne, on a adopté de nouvelles règles qui ont fait basculer cette fois-ci cet embryon de compétences pénales et de procédure pénale de l'ordre communautaire dans le droit commun de la norme communautaire. Le droit commun de la norme communautaire, c'est, je vous le rappelle, la directive qui est non plus la décision cadre, qui n'est pas adoptée à l'unanimité, mais qui est adoptée à la majorité qualifiée. Alors, qu'est-ce que c'est que la majorité qualifiée? Eh bien, il y a 345 voix réparties entre les 27 États membres. Je vous rappelle que la France pèse pour 29 voix et qu'il faut qu'une directive soit adoptée, et elle l'est lorsqu'elle réunit 255 voix. Alors, il y a des pondérations, parce qu'il faut que ces 255 voix soient réparties entre 55% d'États membres représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. C'est un peu compliqué, mais enfin, ça veut dire concrètement, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, c'est comme si c'était un conseil d'administration avec un capital, et la France a 8,5% des voix, du capital et donc des voix. Alors, précisément, ce traité de Lisbonne, il a introduit un article 82, dont je voudrais quand même vous parler un petit instant, puisqu'on ne peut pas parler de procédure pénale aujourd'hui si on n'alerte pas sur l'existence de ce droit communautaire. L'article 82 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, que j'ai ici, eh bien, introduit un champ de compétences en matière de procédure pénale. Alors, ce champ de compétences fait qu'aujourd'hui, eh bien, la procédure pénale, que je désignais tout à l'heure comme loi républicaine, puis loi républicaine et parlementaire, mais enfin encore nationale, eh bien, n'appartient plus entièrement aux États membres. Il faut vraiment en prendre conscience. La compétence matérielle qui est maintenant celle de l'Union européenne sur ces questions, je cite le paragraphe 2, très vite, c'est l'article 82, ces matières peuvent porter sur, petit a, l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres, petit b, les droits des personnes dans la procédure pénale, petit d, les droits des victimes de la criminalité, petit d, d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale. C'est-à-dire, c'est à peu près l'ensemble du code de procédure pénale, moins ce qui a trait à l'organisation et à la répartition des compétences juridictionnelles, comme par exemple, effectivement, les différents niveaux, tribunal d'instance, tribunal correctionnel, cour d'appel, cour de cassation, évidemment, peut-être, éventuellement, même pourrait-on dire, les choix accusatoires ou inquisitoriales. Mais, pour votre information, donc,
ces avancées considérables dans leur portée, peut-être encore in futurum, pas encore complètement entrées dans les faits, font que la procédure pénale n'est plus ce monopole exclusif, mais que c'est désormais une compétence à 27. Il s'agira donc plus seulement de convaincre vos autres concitoyens français de tel ou tel problème lié à la rénovation de votre procédure pénale pour lui donner plus d'utilité. Il va falloir aussi que vous pensiez à en convaincre les citoyens des 26 autres États membres. Alors, est-ce que cette compétence communautaire est en marche ? Oui, elle est en marche. Ça commence, effectivement, c'est une mise en marche lente, mais efficace, parce que vous savez, il y a une comparaison qui n'est pas très poétique peut-être de la Commission européenne, mais enfin, on aime bien en général la comparer un peu à un bulldozer. Alors un bulldozer, c'est quelque chose qui avance lentement, mais sûrement, et qui aplanit bien devant lui, et en général qui n'a qu'une seule marche avant, il n'y a pas de marche arrière. Alors pour justement sur le sujet de la procédure pénale, les choses ont commencé à se mettre en place, parce que il s'est produit un conseil dont peut-être vous n'avez pas connaissance, c'est que la Commission européenne s'est recherché un mandat pour dérouler un programme de procédure pénale européenne. Ce programme, elle est allée à l'occasion d'un conseil qui s'était tenu à Tampere, en Finlande, en 1999, pour le cogiter et pour le faire valider par les chefs d'État, ce à quoi elle est effectivement parvenue. Et ce conseil de Tampere avait pour but de dérouler la mise en place progressive d'un espace judiciaire européen. Alors, entre autres, il a commencé un peu à se dérouler. Entre autres, par exemple, il y a des choses dont vous avez déjà forcément entendu un peu parler, elles viennent de là. Il a été mis en place l'agence Eurojust en 2001, qui va être la préfiguration d'une chose qui va arriver bientôt, qui s'appelle le parquet européen, qui a été consacré par l'article 86 d'ailleurs du traité de Lisbonne, et dont on attend les premières propositions de la Commission. J'ai été récemment à Bruxelles, j'ai des informations là-dessus. À la mi-2013, on aura enfin les premières propositions de la Commission pour mettre en place ce parquet européen. Et puis il y a eu, par exemple, en 2002 aussi, quelque chose dont vous avez entendu récemment dans l'actualité, qui est le mandat d'arrêt européen, et où des députés européens ont faim de découvrir ce qu'ils avaient adopté. Alors, cette feuille de route se met en place inexorablement. Elle a d'ailleurs été encore approfondie par autre chose qui est très important à citer, qui s'appelle le programme de Stockholm. Parce que la nouvelle mandature du Parlement européen a fait que la Commission a repris tout ça, et dans un document que je vous engage à lire, en tout cas à vous consulter et à diffuser à l'Institut pour la justice, tout est dit dedans du programme pénal et de procédure pénale que veut dérouler la Commission européenne. Qu'elle veut dérouler parce qu'entre-temps, comme je l'ai expliqué, a été abandonné le troisième pilier, donc ce mécanisme peut être intergouvernemental compliqué du point de vue de la Commission, avec des décisions cadres adoptées à l'unanimité. Non, on passe au contraire maintenant à des initiatives de la Commission, à des directives sur la base de la majorité qualifiée, et donc ceci est plus facile. D'ailleurs, précisément, avant que le traité de Lisbonne ne soit adopté, la Commission qui, sur la base du Conseil de Tampere, avait commencé à dérouler sa politique, s'était cassé le nez une première fois. Elle avait en 2004 adopté un projet de décision cadre sur la procédure pénale dans l'espace économique, dans l'espace judiciaire européen, et le morceau était trop gros, et comme l'unanimité existait encore, elle s'est cassé le nez. Mais elle a repris complètement ce projet de décision cadre avorté en profitant du nouveau traité de Lisbonne. C'était avant, comme dans la publicité. Maintenant, c'est après. Et après, évidemment, elle a saucissonné sa décision cadre échouée de 2004, et la chose est en marche. Une première directive, prise sur le fondement de l'article 82 du traité de Lisbonne, a été adoptée. C'est la directive sur les droits à la traduction et à l'interprétation dans les procédures pénales, adoptée le 20 octobre 2010. Deuxième directive, la directive au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, elle a été adoptée le 22 mai 2012. Une troisième directive est en cours, c'est la directive relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation. Je peux vous citer encore, alors ça est bien avancé d'ailleurs, je peux vous citer encore une quatrième directive qui est relativement bien en route, qui est la directive concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, comme 2011-275 pour ceux qui veulent la retrouver. Puis vous en avez encore une qui est encore, qui s'annonce dans le tuyau,
qui est la proposition directive sur la détention provisoire, la COM 2011-327. Vous voyez que la procédure pénale, qui était autrefois 100% républicaine et 100% parlementaire, ne va plus tout à fait être 100% républicaine ou parlementaire, au sens en tous les cas où on pouvait l'entendre autrefois, et que conformément au principe de hiérarchie des normes, eh bien, notre code de procédure pénale va devoir désormais tenir compte de l'existence présente, mais surtout in futurum, de normes communautaires auxquelles elles devront se soumettre et ne plus pouvoir s'écarter. Comment ne pourront-elles plus s'en écarter? De 3 manières très efficaces. La première, c'est d'abord que vous ne pouvez pas imaginer, et on n'imagine plus d'ailleurs, qu'il y ait de toute façon de propositions de loi ou de projets de loi, projet de loi c'est le gouvernement, proposition de loi c'est les parlementaires, qui s'écartent d'entrée de jeu de normes communautaires qui leur seraient supérieures. D'abord parce que c'est parfaitement entré dans les mœurs de tous les juristes qui rédigent les propositions de textes, qu'ils tiennent compte de cette supériorité du droit communautaire sur le droit national, et que de toute façon, s'il s'agit d'un projet de loi, vous avez un garde-fou qui s'appelle le Conseil d'État, qui examine tous les projets de loi, et dont le premier des devoirs de conseil juridique au gouvernement est de rétablir la conformité des textes nationaux si jamais ils s'écartaient de telle ou telle norme communautaire. Deuxième garde-fou, c'est que si par hasard ou par débat d'interprétation, il avait été laissé une disposition nationale qui comporte ce qu'on appelle une inconventionnalité, c'est-à-dire une divergence par rapport à l'interprétation qu'on fait d'une norme directive, eh bien, n'importe quel tribunal ordinaire, aujourd'hui, est compétent pour en juger, pour se prononcer sur cette divergence et pour l'écarter, éventuellement, la loi nationale postérieure au profit de l'interprétation qui doit lui être conforme au plan communautaire. Alors, on me dira que cette fragilité de la loi nationale a déjà commencé d'une certaine façon. On a parlé tout à l'heure de la QPC, et c'est vrai que d'une certaine façon, on a bien déjà la preuve que le droit de procédure pénale a déjà entré dans cette phase où, bien que promulgué, publié, séché dans son encre au Code de procédure pénale, il devient un acte fragile. C'est la décision du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel qui a effectivement mis par terre, on va dire, notre droit national de la garde à vue, mais avec un différé. Et le contrôle de conventionnalité au regard de la Convention européenne a déjà aussi fonctionné à l'égard de cette même matière, puisque c'est une décision de la Cour de la Chambre criminelle le 19 octobre 2010 qui a là décidé définitivement de mettre fin au droit national de la garde à vue. Bon, mais néanmoins, cette irruption de directives dans le domaine de la procédure pénale change quand même considérablement les choses, car avec le Conseil constitutionnel, on est avec les instruments qui sont, j'allais dire, très stratosphériques, quand même la Déclaration des droits de l'homme, ou bien la Convention européenne des droits de l'homme pour ce qui est du juge ordinaire. Ce sont quand même des très grands principes. On va dire qu'on est vraiment à des niveaux, comme je disais, où notre jardinier, pour reprendre cette formule, n'a que quelques principes paysagistes à devoir respecter. Tandis qu'avec la directive, on est vraiment dans le menu détail. On va descendre dans un niveau de détail tel que je peux vous garantir qu'on va avoir pendant quelques années véritablement un droit de procédure pénale qui promet de devenir un acte fragile et où il sera très facile à chaque fois de venir confronter, et ça d'ailleurs ça ouvrira un champ très intéressant pour la défense des intérêts des uns des autres, et les avocats auront tout à fait raison d'ailleurs d'utiliser ce champ pour la défense de leurs clients, c'est qu'ils vont pouvoir remettre en cause progressivement le stock de notre droit de la procédure pénale au regard de telle ou telle divergence de conventionnalité avec des directives qui vont ne pas tarder à devenir de plus en plus nombreuses. Et puis de toute façon, troisième garde-fou, c'est que si jamais le juge national a une petite réserve encore d'interprétation, on va dire nationaliste des choses, eh bien il aura un contrôle de sa propre interprétation par la Cour de justice des communautés européennes. Parce que quel est l'effet de la communautarisation d'une branche du droit des États membres? C'est le basculement à la Cour de justice des communautés européennes du droit de regard, de l'interprétation de l'interprétation des directives par le juge national. Alors ça se mettra en œuvre par l'intermédiaire soit des recours en manquement, soit des questions préjudicielles.
Et la Cour de justice va donc découvrir un nouveau champ qu'elle n'avait pas encore jusqu'ici exploré, mais croyez-moi qu'elle l'explorera dans l'avenir. Elle le fera de deux manières, soit à l'égard du droit communautaire primaire, c'est son premier réflexe sera de vérifier si les textes nationaux qu'on lui défère ou pour lesquels on lui pose une question préjudicielle sont conformes au traité, mais surtout à une nouvelle norme très importante qui s'est introduite aussi avec le traité de Lisbonne, qui est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que je montre, qui contient elle aussi des stipulations relatives à la question pénale ou de procédure pénale. Et puis la Cour de justice, évidemment, examinera cela aussi au regard du droit communautaire dérivé, c'est-à-dire les directives de l'article 82 du traité, qui peuvent exister déjà ou qui existeront encore plus dans l'avenir en matière de procédure pénale. Alors, je me suis d'ailleurs posé la question, après vous avoir dit tout ça, si une association comme la vôtre n'aurait pas tout intérêt à commencer à réfléchir sérieusement à devenir une agence de lobbying à Bruxelles, et si un colloque comme celui-ci ne mériterait pas un jour de se tenir à Bruxelles, ou en tous les cas, si vous ne le feriez pas bien, d'y réfléchir. Car on peut toujours imaginer de reconstruire le monde et de reconstruire en tous les cas le code de procédure pénale français, mais si tout ce qui sort de vos réflexions civiques très intéressantes bute et butera sur une réalité qui s'appelle effectivement n'avoir pas convaincu 26 autres États membres et être soumis à une directive qui de toute façon vous n'avez pas vu venir mais s'impose à vous, vous aurez une sérieuse difficulté. Mais en tous les cas, je ne voudrais pas finir sans une note optimiste, parce que ça c'est plutôt au contraire ce qui aurait pu faire penser d'avoir réduit vos ardeurs. Alors comment les décupler ? Eh bien, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je ne donnerai qu'une seule piste finalement, peut-être à des associations civiques comme la vôtre pour justement, au contraire, rappeler la nécessité de la maîtrise démocratique de l'origine des lois pénales et de procédures pénales, mais puisqu'on parle des procédures pénales, parlons de celle-là. Eh bien, d'abord, il suffit au législateur républicain, finalement, d'assumer toute sa mission, toute sa responsabilité de représentant démocratique des citoyens. Parce que finalement, c'est un système où, néanmoins, ça reste tout de même que les députés et les sénateurs qui sont élus directement par les citoyens et qui subissent la seule sanction de la responsabilité démocratique, c'est-à-dire de ne pas être réélus. Alors, j'allais dire que pour donner un change aux eurosceptiques, le traité de Lisbonne a introduit dans son article 69 une disposition qui rappelle que les parlements nationaux veillent à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées au respect du principe de subsidiarité. Et nous avons traduit dans la réforme constitutionnelle de 2008 deux garde-fous pour mettre en œuvre, on va dire, encore ce dernier réflexe de survie peut-être. Le premier de ces garde-fous est un mécanisme en amont de la future norme communautaire, en amont donc cette future directive de l'article 82. C'est celui qui fait que désormais le gouvernement est obligé de transmettre au Sénat, à l'Assemblée nationale, toutes les propositions, tous les projets d'actes législatifs. Alors, c'est un progrès énorme parce que vous savez peut-être ou vous ne savez pas, mais qu'en France, c'est l'exécutif, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a le monopole absolu de la négociation de la norme internationale. Le Parlement est totalement mis au pied du mur et il est mis dans le fait accompli. Que ce soit aussi bien d'ailleurs, c'était le cas jusqu'à présent à 100% pour toutes les normes internationales, aussi bien un accord international que les directives. Bon, il y a un progrès qui est fait au moins pour les directives. Les projets de directives maintenant ne sont plus en catimini et doivent être transmis au Parlement national. Et le Parlement national a la possibilité de voter des résolutions européennes pour donner son avis, son sentiment sur ce projet d'acte communautaire en préparation. Ouais, c'est un avis qui pourrait... alors c'est un avis qui ne lie pas le gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas un mandat. On est très 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 loin des pouvoirs du Sénat américain qui donne des réserves d'interprétation et des mandats carrément au président américain pour négocier en tel ou tel sens un traité. Mais bon, en tous les cas, c'est un avis qui pourrait être négatif. C'est un avis qui pourrait des fois être comminatoire. Comme aussi, malheureusement, ça pourrait être un avis qui soit souvent un avis de béni oui-oui. Donc, vous voyez qu'il y a des marges et des possibilités. La Constitution a aussi permis, par la même occasion, que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent émettre un avis motivé sur la conformité d'un acte législatif au principe de subsidiarité. Un avis motivé, une sorte de carton rouge que l'Assemblée nationale ou le Sénat adresserait lorsqu'on lui présente un projet de directive qui vraiment empiète complètement les droits du Parlement et les droits des parlements nationaux. Il y a un deuxième mécanisme en aval qui est très intéressant aussi à vous signaler, qui est que la norme communautaire, alors là on suppose que ça a été adopté,
malgré peut-être les récriminations du Parlement, les mises en garde du Parlement, mais malheureusement ça a été adopté, on avait que 29 voix, donc c'est pas énorme. Et là, la Constitution permet que chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Alors ce recours, c'est en quelque sorte un peu le pendant dans l'ordre interne de la saisine du Conseil constitutionnel qu'ont 60 députés ou 60 sénateurs pour déférer un texte de loi dont ils estimeraient précisément qu'il ne correspond pas aux idéaux, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est quelque chose qui a été introduit, qui est très intéressant. Alors c'est limité évidemment au seul défaut qu'a une directive d'avoir empiété sur le principe de subsidiarité. C'est pas grand-chose, mais c'est moins que rien parce que je vous signale ou je vous rappelle qu'il n'y a pas de contentieux de la légalité des directives dans l'ordre communautaire. Seuls les États sont compétents pour déférer une directive qui serait contraire au principe de subsidiarité ou à d'autres principes issus des traités. Ça n'est pas ouvert aux requérants lambda. Ce n'est pas ouvert aux associations, ce n'est pas ouvert à qui sais-je, ce n'est pas du tout un contrôle de légalité comme on a en France, c'est pas comme par exemple devant le juge administratif, le recours en légalité contre les décrets, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est un monopole des États membres, et il est inutile de dire qu'il n'y a guère en général que la Grande-Bretagne fait de temps en temps des recours devant la Cour de justice contre des directives, les autres s'en gardent bien. Donc voilà une arme effectivement qui existe et qui est issue des dernières réformes. Alors, qu'est-ce qui intérierait des associations civiques comme la vôtre d'aiguillonner nos députés, nos sénateurs ? Eh bien, rien du tout, et d'autant que, comme je le rappelais tout à l'heure, ces rapports d'information sont pris, existent, et d'ailleurs, celui sur la garde à vue a fait l'objet d'un rapport de l'Assemblée nationale et d'une résolution, comme celui du Sénat a fait aussi l'objet d'une résolution et d'un avis de ces deux assemblées. Mais lorsqu'on examine de près chacune de ces avis de ces deux assemblées, ce qui frappe malheureusement, alors que c'est la dernière niche de procédure pénale nationale que possèdent encore ces deux assemblées parlementaires, c'est malheureusement l'absence totale d'esprit critique par rapport à la première et fondamentale question que doit se poser un parlementaire national: est-ce que ce projet d'acte communautaire est-il justifié du point de vue du principe de subsidiarité ? Si même est-il un peu justifié, est-il suffisamment proportionné, et au contraire il n'était pas disproportionné d'aller trop loin ? Eh bien non, malheureusement, quand vous lisez ces deux résolutions, eh bien finalement c'est des sortes d'amens juridiques qui sont donnés à ces futurs projets, à cette futur projet de directive garde à vue, puisqu'à chaque fois ça se traduit par approuve, renforce, et le Sénat a des formules équivalentes, soutient pleinement, etc. Certes, quand on lit dans le détail ces deux rapports, on y trouve des remarques, évidemment, forcément, des réserves et autres, mais en général, ça se traduit par, non pas fait trop, non pas inutile, mais en général, n'en fait pas assez. Voilà. Donc la directive n'en fait pas assez, avis évidemment peut-être aux opinions qui pourront se former autour de la table. Alors, en tous les cas, vous ne pouvez plus évidemment, bien sûr, vous comporter comme si un débat civique ici présent dans une belle salle de la Sorbonne à Paris ne peut pas tenir compte de l'ensemble de cet environnement. C'est absolument fondamental parce qu'on peut toujours réformer tout ce qu'on veut du Code de procédure pénale. Encore une fois, comme je le dis, si vous le faites de manière totalement déconnectée d'un ensemble dans lequel forcément il devra aujourd'hui être encore conforme, eh bien ça ne servira à rien. Mais comme je le disais, ces directives ne sont pas forcément encore toutes devenues des directives. Elles ne sont pas encore toutes entrées en vigueur. Donc c'est là où effectivement il est extrêmement important que ce n'est pas grave en soi que le droit républicain se soumette à un droit démocratiquement entré en vigueur et entré en force de loi. C'est au contraire la définition de l'état de droit. En revanche, il est, de mon point de vue, dommageable du point de vue démocratique qu'un droit se soumette par avance, un droit républicain et démocratique se soumette par avance à un droit qui n'est pas encore entré en vigueur. Je veux dire par là que toutes les directives qui ne sont pas encore entrées en vigueur, vous avez un débat civique à devoir vous en emparer. Et vous avez un devoir civique à devoir absolument en tenir compte. Et je terminerai mon propos en vous suggérant peut-être
un parallèle avec les tricoteuses de la Convention. C'était quoi les tricoteuses de la Convention? Vous savez, les hommes à cette époque-là n'avaient pas beaucoup de temps d'aller suivre les débats de la Convention. Alors ils y envoyaient leurs épouses de leurs compagnes, qui avaient un petit peu plus de temps peut-être à l'époque. Et elles suivaient de manière très attentive les débats. Elles applaudissaient ou elles montraient leur réprobation. Bref, elles créaient une véritable pression sur les parlementaires, sur les représentants de la nation, pour les faire aller dans le bon sens, ou en tout cas pour les rappeler parfois quand ils n'allaient pas dans le bon sens. Mais comme elles ne voulaient pas non plus perdre leur temps, elles tricotaient, d'où le nom de tricoteuses. Eh bien, peut-être qu'après le mouvement des pigeons, il peut y avoir le mouvement des tricoteuses. Je veux dire par là qu'il est fondamental que le débat civique s'intéresse aussi à la construction de l'espace judiciaire européen, parce qu'il déterminera tout de vos opinions et de la maîtrise démocratique de notre procédure pénale. Je vous en remercie.